Bien, mesdames, messieurs, à la suite, au terme d'une primaire très disputée, j'ai acquis le droit de présider cet après-midi. Je ne m'accrocherai pas à ce mandat, je m'engage à y renoncer dès ce soir. Ça me permettra donc de présider sereinement, calmement. Et mon premier devoir et mon premier plaisir sera de prononcer la phrase « Claudine, je te donne la parole », ce qui ne m'était jamais arrivé au cours de ces années de compagnonnage et d'amitié. Donc nous commençons ces travaux en écoutant Claudine Tiercelin qui enseigne ici, comme vous le savez, et je regarde l'horaire, n'est-ce pas, qui était prévu, sachant qu'il est là pour être évidemment adapté. Nous avons un quart d'heure d'avance. Je me permets donc de te donner la parole pour 40-45 minutes sur le sujet « À quoi tient la force d'une idée ?» Merci infiniment. Alors, en 1879, dans le même numéro de la Revue philosophique, paraissent deux textes apparemment sans rapport, l'un consistant en une réponse de Boussinesq et de Saint-Venant sur la preuve mathématique de la liberté, qui est au cœur du débat qui fait alors rage en France sur la liberté et le déterminisme, lequel se trouve notamment enrichi par la plume subtile d'Alfred Fouillé, mais aussi aux États-Unis, en particulier sous la forme des arguments déployés en faveur du hasard ou tuquisme, dont il croit pouvoir, mais sans doute à tort, reconnaître la proximité avec le français, par le logicien, chimiste et fondateur de la sémiotique, mais aussi métaphysicien, Charles Sanders Peirce. Or, c'est bien lui l'auteur de ce deuxième texte de la livraison de la Revue philosophique, et il intervient non pas pour y discuter de la question de la liberté et du déterminisme cette fois, mais pour y exposer des thèses qui, ici encore, ne sont pas de nature à résonner étrangement aux oreilles d'un Fouillé. Car si l'on doit bien à ce dernier plusieurs livres sur la liberté et le déterminisme, on lui doit aussi un livre sur la néosophistique pragmatiste, dans laquelle il distingue près d'une vingtaine de variantes, mais aussi, comme vous le savez, sur la psychologie, l'évolutionnisme et la morale des idées-forces, terme qui n'a d'autre but que d'insister sur le pouvoir moteur, mais en un sens, pour le beau-père du regretté Jean-Marie Guyot, profondément éducateur et politique, comme le verront bientôt John Dewey et Jaurès, de la pensée même. Tout état de conscience est idée, écrit Fouillé, en tant qu'enveloppant un discernement quelconque, si bien que toute force psychique est en dernière analyse un vouloir. Fin de citation. Or, c'est bien sur ce plan, et en dépit des critiques farouches à l'encontre de ces créateurs de vérité que sont les pragmatistes, que Fouillé est tout prêt à voir la proximité de sa pensée avec celle des pragmatistes, avec celle de James, mais aussi avec celle de Peirce, avec qui, à l'époque, il correspond. S'il revendique bien la paternité de la doctrine des idées-forces, il considère en effet que cette doctrine était, je cite, « non ignorée en Amérique, qui montrait par de nombreux exemples que toute idée a une force pratique de réalisation ». Fin de citation. Or, de quoi s'agit-il précisément pour Peirce dans ce texte de 1879, paru directement en français et couplé à un second texte paru dans la livraison précédente de la Revue philosophique, composant le diptyque et intitulé « Comment se fixe la croyance ». Il s'agit ni plus ni moins de présenter ce que l'on va bientôt tenir pour la profession de foi historique du pragmatisme, avec cet intitulé qui a bien l'allure d'un programme « Comment rendre nos idées claires ». En toute rigueur donc, lorsque celui qui va fonder le Journal of History of Ideas, Arthur Lovejoy, dans ce beau livre qui est « The 13 Pragmatisms and Other Essays », fait remonter le 10e anniversaire de la naissance du pragmatisme à l'année 1908, rendant ainsi hommage, tout en le critiquant, comme le faisait aussi Fouillé, à l'ouvrage déjà fameux en France de William James, Le pragmatisme, paru en effet à cette date dans The Journal of Philosophy. Non seulement il est en retard d'une bonne vingtaine d'années,
Mais plus encore et surtout, il ne semble pas voir, en quoi peut-on dire à sa décharge qu'il n'est pas le seul, tant l'œuvre de Peirce est et restera longtemps encore confidentielle, son génie n'étant guère alors repéré en France que par André Lalande, à quel point nombre des thèses qu'il avance et des positions qu'il va défendre sur l'histoire des idées sont proches, non seulement de celles que défend en France ce volontariste intellectualiste qu'est Alfred Fouillé, mais plus encore, outre-Atlantique, de celle, moins de William James, surtout associé alors en France à Bergson, et prisé notamment par Boutroux, qui célèbre l'auteur des Variétés de l'expérience religieuse pour son anti-intellectualisme mystique, ou de John Dewey, que de Charles Sanders Peirce, ce dont de toute évidence Lovejoy, tout historien des idées qu'il soit et aussi attentif qu'il devrait être en conséquence à des auteurs en apparence mineurs, n'a à l'époque, il faut bien le dire, pas plus qu'un autre, la moindre conscience. Je commencerai donc par rappeler quelques points de liaison assez flagrants, du moins me semble-t-il, entre ces auteurs et plus particulièrement ici entre Lovejoy et Peirce. Vous renvoyons pour les liens entre les pragmatistes et Alfred Fouillé à l'étude en tout point remarquable de Jean-Marie Chevalier, Pragmatisme et idées-force, Alfred Fouillé fut-il une source du pragmatisme américain, avant d'indiquer brièvement en quoi, sur quelques points, leurs analyses nous éclairent sur les ambiguïtés auxquelles se trouve confrontée l'histoire des idées, en raison notamment de la polysémie qui affecte depuis toujours le terme même d'idée, comme en atteste du reste la pluralité du traitement qu'a proposé l'histoire de la philosophie de son concept, et je proposerai enfin quelques réflexions sur les leçons que l'on peut tirer quant au rôle encore assignable aujourd'hui à l'histoire des idées, en insistant plus particulièrement sur ses relations avec l'histoire de la philosophie et avec la philosophie tout court. Dès l'introduction de The Great Chain of Being, 1936, mais aussi à de nombreuses reprises, comme dans Reflections on the History of Ideas de 1940, Lovejoy ne cesse de dire à quel point il est intrigué par le fait que certaines idées dans l'histoire doivent leur efficace ou leur force, plutôt qu'à leur cohérence ou à leur logique interne, aux ambiguïtés, voire aux confusions qui les entourent, et bien souvent à plusieurs formes de pathos métaphysique qui accompagnent leur formulation. C'est donc à un véritable travail de chimie analytique ou encore de bactériologie que nous convie Lovejoy, dont l'objectif est de retrouver les éléments qui composent ce qu'il appelle certaines idées-unités dynamiques de l'histoire de la pensée, comme non pas l'idée de Dieu, qui n'a pas cette caractéristique, ni encore celle que l'on peut trouver sous la forme de ces doctrines désignées par tel ou tel nom familier en isme, idéalisme, romantisme, rationalisme, transcendantalisme, pragmatisme, mais par exemple l'idée de nature, ce complexe hétérogène dont on doit pouvoir, en faisant craquer la coquille qui fait tenir la masse, voir, je cite, les unités réelles, les idées réellement opérantes qui, dans chacune de ces occurrences, s'y trouvent bien présentes. Or, ce qui nous empêche le plus souvent de le voir, ce sont plusieurs facteurs qu'il importe donc, selon Lovejoy, de mettre au jour. D'abord, des présupposés implicites ou incomplètement explicites, ou, je cite, les habitudes mentales plus ou moins inconscientes à l'œuvre dans la pensée d'un individu ou d'une génération. Ensuite, cette classe d'idées que l'on peut appeler des motifs dialectiques. Ensuite, ce que l'on peut décrire, dit Lovejoy, comme des susceptibilités de toutes sortes de pathos métaphysiques, pathos si peu considéré, estime-t-il, qu'il s'est trouvé obligé de forger lui-même le terme approprié pour le décrire. On trouve des exemples de pathos métaphysique, écrit-il, dans la moindre description de la nature des choses, dans la moindre caractérisation du monde auquel on appartient, en des termes qui, comme les mots d'un poème, éveillent à travers leurs associations et à travers une sorte d'empathie qu'elles engendrent, une humeur conviviale ou une tonalité sentimentale, chez le philosophe ou chez ses lecteurs. Pour maintes personnes, pour la plupart des laïcs, je présume, la lecture d'un livre de philosophie n'est en général rien de plus qu'une forme d'expérience esthétique, même quand on a affaire à des écrits qui semblent dénués de tout charme esthétique extérieur. De volumineuses réverbérations émotionnelles, de telle ou telle sorte, sont suscitées chez le lecteur sans l'intervention d'une imagerie bien définie. Fin de citation. Or, de ce pathos métaphysique, poursuit Lovejoy, il est bon nombre d'espèces desquelles il procède dans des pages savoureuses à la description. D'abord, celui de la pure et simple obscurité, le charme de l'incompréhensible, mais qui permet à nombre de philosophes de maintenir une sorte d'assise avec leur public, même si telle n'était pas au départ leur intention.
le pathos ésotérique, dans lequel font merveille, selon lui, Hegel, Schelling ou Bergson, parce qu'il satisfait cette aspiration humaine à l'expérience du mystère caché, je cite, en représentant la philosophie comme cette chose à atteindre non par un progrès consécutif de la pensée guidée par la logique ordinaire de tout un chacun, mais par un brusque saut au terme duquel on parvient à un plan de perspicuité, je traduis toujours ainsi insight pour ma part, totalement différent dans ses principes du niveau de la pure et simple compréhension. Fin de citation. Enfin, le dernier pathos, souvent associé à ce dernier, le pathos moniste ou panthéiste, qui permet à tant de gens d'éprouver cette satisfaction particulière que tout est un, chose qui ne cessait de rendre William James lui-même un peu perplexe. Sans doute, précise Lovejoy, tout ceci n'a-t-il rien à voir avec la philosophie comme science, mais cela a beaucoup à voir avec la philosophie comme facteur dans l'histoire, en ceci que ce n'est pas principalement comme science que la philosophie a été dans l'histoire un facteur. La susceptibilité à toutes sortes de pathos métaphysiques intervient, en est-il convaincu, pour une très large part dans la formation des systèmes philosophiques, en guidant subtilement la logique de maints philosophes et en causant partiellement la vogue et l'influence de différentes philosophies parmi des groupes ou des générations qu'elles ont affectées. Il importe donc à l'historien des idées, je cite, de se donner la tâche délicate de découvrir ces diverses susceptibilités et de montrer comment elles contribuent à former un système ou à montrer en quoi une idée a pu devenir plausible et commune. Fin de citation. D'où la tâche corrélative de celle-ci, qui consiste en ce qu'il appelle une enquête que l'on peut appeler sémantique philosophique, à savoir l'étude des mots et expressions sacrées d'une période ou d'un mouvement qui se donne pour objectif de clarifier leurs ambiguïtés, de faire la liste de leurs diverses nuances de signification et d'examiner la manière dont des associations confuses d'idées provenant de ces ambiguïtés ont influencé le développement des doctrines ou accéléré la transformation insensible d'une mode de pensée en une autre, voire peut-être en son opposé. Fin de citation. C'est en grande partie, en effet, pense Lovejoy, en raison de leurs ambiguïtés que des mots sont capables de cette action indépendante qui les fait agir comme des forces dans l'histoire. Et le mot « nature » en constitue, selon lui, un exemple paradigmatique. Sans doute aura-t-on l'occasion de revenir sur ces thématiques aussi, n'en dirai-je pas plus sur ce point aujourd'hui. Ce que je voudrais surtout souligner à ce stade, voyez-vous, c'est la grande similarité, à cet égard, avec le type de tâche que se donne dès les années 1860 le fondateur de la sémiotique et du pragmatisme, Charles Peirce. C'est en effet un travail thérapeutique de déblayage du même genre, et notamment d'un certain pathos entourant en particulier les métaphysiques du fondement qu'il nous convie, dans les deux articles que j'ai mentionnés en introduction, dans la suite logique des confusions qu'il avait déjà pris soin de décortiquer 10 ans plus tôt, en 1868, dans 3 importants textes parus dans le Journal of Speculative Philosophy. De façon générale, nous nous trompons, écrivait alors Peirce, lorsque pour comprendre les mécanismes de la formation de la pensée, nous nous fondons sur une faculté telle que l'intuition, lorsque nous nous fions à l'introspection, ou encore lorsque nous nous imaginons que nous pouvons, comme le prétend Descartes, frapper de doute radical l'ensemble de nos croyances. En lecteur assidu de Locke, de Berkeley, de Descartes, mais aussi de Guillaume d'Occam, de Duns Scott et de Thomas Reid, Peirce montre déjà 2 choses. Négativement, et Reid, bien entendu, est passé par là, que la voie des idées, the way of ideas, n'est pas la bonne. De quelque manière, cartésienne, lockéenne, berkeléenne, humienne, qu'on se figure, d'une part, l'idée, et en particulier celle-ci, comme se présentant à nous non pas tant sous la forme générale d'une représentation que sous celle d'une image tableau dont les contours seraient déterminés, et d'autre part, la pensée, comme ce mécanisme qui se réduirait à une pure succession d'associations d'idées dont nous pourrions établir les ressemblances ou dissemblances avec les choses, n'est-ce pas, sur la base, pour parler comme Hume, de leur plus ou moins grande force ou vivacité. La pensée ne procède tout simplement pas ainsi, martèle Peirce, elle suit un cheminement, il ne dit pas consécutif, mais pour sa part inférentiel, au fil d'étapes dont on peut repérer les enchaînements, parce que ce ne sont pas des idées statiques qui caractérisent la pensée, pas plus que des suites d'accès
ou de flash intuitif, ni davantage quelque élan vital. C'est un processus, lequel conduit l'esprit au gré des chocs dont il se nourrit par l'expérience de ses rencontres avec le réel, d'une croyance à un doute, puis de rechef à d'autres croyances qu'il s'emploie plus souvent du reste de force que de gré à fixer. Le volontariste intellectualiste Alfred Fouillet, à la même époque, ne se trompait donc pas en soulignant la proximité de ses idées forces, et lorsqu'il insistait fort justement, n'en déplaise à son correspondant William James, qui raillait ses idées farces, au dynamisme fondamental de l'activité mentale. Positivement, et sa lecture aussi bien de George Boole que de Guillaume d'Occam et de Duns Scott cette fois l'y avait conduit, Peirce voyait aussi tout le bénéfice qu'il y avait non pas tant du tout à limiter le domaine de la pensée au registre des intuitions, des images, des idées ou des concepts véhiculés par des signes, mais à l'inverse de prendre appui sur les richesses contenues dans les signes eux-mêmes, ce qu'avait aussi bien compris le Venerabilis Inceptor que les grammairiens modistes, et bien mieux que les messieurs de Port-Royal, qui resteront encore englués dans le modèle inverse de signes, comme véhicule d'abord de nos idées et d'un art de juger, pour élaborer, en ce qui le concerne, donc, un modèle sémiotique radicalement nouveau, désormais à l'abri, selon lui, de tout psychologisme, de la pensée signe, Thought Sign Theory. Tant il est vrai que la pensée, ce n'est pas d'abord en nous, mais hors de nous, non pas dans les idées, représentations, impressions subjectives de tel ou tel individu, mais dans les écrits que le Quidam va laisser à la postérité. Comme le dira plus tard Frege, ce ne sont pas les représentations subjectives qui comptent, c'est la pensée. Il aura bien fallu à l'individu Pythagore toute la force de son esprit pour nous livrer son théorème, mais le théorème de Pythagore n'appartient pas à l'individu nommé Pythagore. Il appartient à l'humanité et c'est du reste ce qui en constitue l'irréductible réalité. On comprend mieux dès lors aussi pourquoi les deux livraisons à une semaine intervalle de décembre 1878 et de janvier 1879 associent les deux textes « Comment se fixe la croyance » et « Comment rendre nos idées claires ». Ne soyons pas dupes, conservons si on veut le mot d'idée, sans quoi nous ne pourrons pas même montrer en quoi les critères invoqués par nos prédécesseurs sont insuffisants, mais expliquons bien pourquoi nos idées sont nécessairement liées aux mécanismes par lesquels nous ne faisons en réalité rien d'autre que fixer des croyances. En d'autres termes, ainsi que l'entend Peirce à partir de la définition qu'a donnée Alexander Bain de celle-ci, non pas des états mentaux internes, mais des dispositions à agir. Mais pourquoi devons-nous nous lancer dans cette opération consistant à rendre nos idées claires? Tout simplement parce que deux risques majeurs nous guettent en permanence. Prendre à tort une différence entre des mots pour une différence entre des idées, et prendre une différence entre des mots ou des idées pour une différence réelle dans les choses. L'éternel triangle, mot, concept ou idée, chose. Or, les critères de clarté et de distinction que nous proposent notamment les cartésiens sont impuissants à nous protéger de ces deux risques. La maxime pragmatiste est alors censée apporter le remède. Il suffira pour ce faire, chaque fois que nous serons en présence de tel ou tel énoncé, de rechercher sa signification non pas dans quelque idée ou image mentale qui se présenterait à nous, mais dans leurs effets pratiques ou sensibles à tout le moins concevables. La signification des idées n'est pas dans quelque intériorité, il n'y a pas de fantôme dans la machine, elle est dans ce que nous disons, dans nos énoncés et dans les incidences pratiques et sensibles de ce que nous disons. Même si elle ne s'y réduit pas, et là est toute la subtilité de l'anti-réductionnisme peircien, il n'est pas d'idée de pensée signifiante que l'on ne puisse rattacher à la conduite, à l'action, à la pratique qu'elle met en œuvre. Avant d'être une théorie de la vérité, le pragmatisme est donc d'abord une théorie de la signification, et Lovejoy le voit, mais sans mesurer que l'idée n'est pas de James, qui se voit accusé de confondre les deux, théorie de la vérité et théorie de la signification, mais de Peirce, que sur ce point on fait déjà donc il rejoint tout à fait. Toute emprise de déblayage du pathos métaphysique suppose bien un travail préalable de clarification, une authentique philosophie sémantique. En quoi ces analyses nous éclairent-elles sur les ambiguïtés qui entourent le concept même d'idée et les mécanismes de leur engendrement?
On a souvent dit que l'histoire des idées s'est trouvée mise à mal par le tournant linguistique. C'est ne pas voir que pour ceux qui lui ont donné ses lettres de noblesse, l'affaire, comme on le voit, était donc depuis longtemps entendue. Aucune histoire des idées n'est concevable en dehors d'une attention aiguë à la sémantique. Mais évidemment, il y a plusieurs manières d'entendre cela. D'abord, on dira que l'affaire était entendue, et c'est peu dire, au moins pour des auteurs comme Locke ou comme Berkeley. Relisons le livre 3 de l'Essai sur l'entendement humain ou le livre 1 des principes de la connaissance humaine, dont l'objectif est bien, pour Berkeley, de nous débarrasser du voile et de la poussière des mots. Pour sa part, Lovejoy reste assez silencieux sur les contours que pourrait prendre cette sémantique elle-même. Sans doute est-il conscient que celle-ci s'opérera avec l'aide moins de l'analyse du discours ou de formes discursives que de l'analyse logique, qui reste le modèle, mais il est loin de développer une sémiotique philosophique, laquelle aura chez Peirce une telle amplitude que non seulement elle vaudra pour la logique, en sa partie la plus formelle, et pour les mathématiques, mais qu'elle s'étendra à toute la pensée et, ajouterai-je, à toutes les formes que peut prendre celle-ci. Puisque le modèle du mental qui se dessine au travers des complexités et subtilités de la sémiotique philosophique peircienne, comme l'a bien vu aussi Umberto Eco, ne se réduit pas à la seule pensée humaine, mais s'étend aux formes que peut prendre le mental jusqu'à un certain point chez les animaux, dans les cristaux et chez les machines logiques. En deuxième lieu, on sait que Lovejoy s'est vu accusé par ses détracteurs, et d'abord par les historiens des idées eux-mêmes, soit d'avoir une approche en définitive assez confuse de l'idée même d'idée, qui revêt chez lui plusieurs sens, soit, et plus gravement encore, d'avoir par le concept même d'idée-unité, donné dans une conception un peu statique ou platonicienne de l'histoire des idées. Les deux remarques ne sont pas dénuées de fondement, mais doit-on y voir de légitimes reproches ? Un rapide survol de l'histoire de la philosophie suffit à rappeler à quel point le concept d'idée est polysémique. Qu'on peut l'entendre, comme c'est le cas plutôt chez Platon, comme la forme ou l'essence, ce fameux ciel des idées immuables, nécessaires, éternelles, dont on a cessé de nous dire, et Aristote le premier, qu'il était incapable de nous fournir une explication satisfaisante à la participation des particuliers, ou à partir des modèles, selon un modèle foncièrement représentatif, que ce soit pour un Descartes, un Arnaud ou encore un Malebranche, en dépit, je vais y revenir, d'importantes et subtiles différences entre eux, comme des modalités de la pensée, ou pour les empiristes, Locke, Berkeley, Hume, comme le simple prolongement de nos impressions sensibles, ou encore comme ce qui, ainsi que le voudra Kant, à la différence du concept produit de l'entendement, intervient au niveau de la raison, au moment où nous perdons pied avec le sol de l'expérience. Idée dont il serait néanmoins vain et malvenu d'ignorer l'intérêt à tout le moins pratique, ou encore cette fois chez Hegel, où, on le sait, elle fait corps avec l'accomplissement et le parachèvement rationnel de l'esprit, avant de se voir reconduite chez Marx à l'épaisseur de l'idéologie, simple reflet d'un monde dont elle épouse, mais aussi travestit la lecture, et qu'en tout état de cause, elle se révèle peut-être capable d'interpréter, mais sûrement pas de transformer. Bien malin dans ces conditions, l'historien des idées, qui ne se sentirait pas obligé d'une manière ou d'une autre, en utilisant le mot, de slalomer entre ces diverses figures. Comment reprocher en ce sens à Lovejoy, le premier, d'hésiter bien souvent entre plusieurs acceptions, au point que George Boas, comme on le sait, proposera de clarifier ce que le terme veut pour l'essentiel dire, à son avis, chez Lovejoy. Dans le même temps, quiconque a une petite idée de l'histoire philosophique si complexe du concept d'idée comprend aussi plus aisément pour quelles raisons l'attaque par certains de Lovejoy peut à bon droit se focaliser sur le supposé platonisme qui entoure le fameux concept d'idée-unité. Et ce, pour des raisons bien connues, en tout cas, des philosophes, liées, comme je viens de l'évoquer brièvement, aux critiques adressées à la conception platonicienne de l'idée comme forme ou essence, mais plus précisément encore à des ambiguïtés dont on peut se demander si elles ne sont pas consubstantielles à la notion elle-même. Quelques mots bien sûr trop rapides sur ce point, mais qui permettront peut-être d'éclairer en retour la réflexion qu'il nous faut mener sur le rôle que nous sommes prêts ou non à donner encore aujourd'hui à l'histoire des idées. En évoquant Thomas Reid et Peirce, j'ai déjà mentionné l'une des raisons pour lesquelles, de façon générale, des critiques se sont très tôt élevées contre les partisans des idées. Quelles que soient les exagérations et inexactitudes de Reid, qui met dans le même sac des théories ô combien sophistiquées et diverses,
comme le sont celles des quelques modernes dont j'ai donné le nom, et indépendamment du jugement que l'on peut porter par ailleurs sur le bien fondé des principes d'une philosophie du sens commun que le philosophe d'Aberdeen propose de substituer à ce courant de la voie des idées, ce qui est au cœur de ces reproches, et aussi pour une part de ceux de Peirce, c'est une manière erronée, selon eux, de se représenter le fonctionnement même de l'esprit. Si l'idée est cet intermédiaire nécessaire entre l'esprit et la chose, on ne peut vraiment plus rien y comprendre. Il faut substituer à ce représentationnalisme indirect, intégral, une forme ou une autre de réalisme direct. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, demande Reid, de supposer que pour ressentir une émotion, j'ai besoin d'avoir l'idée d'émotion, ou que pour réfléchir, il me faille avoir l'idée de réflexion. Sans doute n'est-il donc pas étonnant que Lovejoy, à plusieurs reprises, et en particulier dans son livre sur la révolte contre le dualisme, reprenne les choses précisément à cet endroit, à partir de ce point, à son avis crucial, comment rendre compte de l'acte de connaître, knowing, en évitant de sombrer tant dans les impasses du représentationnisme que dans celles du réalisme direct, et dans le même mouvement donc, en sauvant, comme il pense on doit le faire, le dualisme. En vérité, si l'on regarde de plus près les supposés coupables, on s'aperçoit que tous en réalité ont bien été conscients de la difficulté. En témoignent les âpres discussions entre Descartes, Arnauld et Malebranche, vous vous en souvenez, sur la nature des idées. Quelques rappels bien trop sommaires, ici encore. Sans doute les trois ont-ils en commun de voir foncièrement les idées, certes comme des images. Tableau, on notera du reste que les idées ne sont pas en effet des images, mais simplement comme des images des choses, et que, je cite, c'est à celle-là seule que convient proprement le nom d'idée, je cite Descartes, comme lorsque je me représente un homme ou une chimère, ou le ciel, ou un ange, ou Dieu même. Mais plus encore pour eux trois, les idées sont des modalités de la pensée. Nos idées sont d'étoffe mentale, la réalité formelle de l'idée, qui, comme toute chose ou entité, on a donc bien une, se réduit chez Descartes, comme on sait, à sa réalité matérielle ou psychologique. En ce sens, toutes les idées sont semblables en ce qu'elles sont mes idées. Ce pourquoi, d'une part, même si Descartes admet qu'il puisse y avoir une certaine fausseté matérielle de l'idée, au sens où, comme c'est le cas, par exemple, de l'idée de chimère, elle ne représente qu'un néant, en toute rigueur, je cite, si on considère les idées seulement en elles-mêmes et qu'on ne les rapporte point à quelque autre chose, elles ne peuvent à proprement parler être fausses. Car soit que j'imagine une chèvre ou une chimère, il n'est pas moins vrai que j'imagine l'une que l'autre. Fin de citation. Et ce pourquoi, d'une part, je ne puis faire aucune différence décisive encore entre mes idées selon qu'elles seraient innées, adventices ou factices, du moins au seuil de la troisième méditation, où Descartes n'a d'autre voie pour sortir de la solitude du cogito que d'examiner ses idées, s'il veut pouvoir établir quelque chose de plus que ces deux seules certitudes dont à ce stade il dispose, dont la première est qu'il est, je cite, une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui est, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Car quoique les choses que je sens et que j'imagine, poursuit Descartes, ne soient peut-être rien du tout, hors de moi et en elles-mêmes, je suis néanmoins assuré que ces façons de penser que j'appelle sentiments et imagination, entend seulement qu'elles sont des façons de penser, résident et se rencontrent certainement en moi. Une première chose donc est sûre, n'en déplaise au malin génie et au dieu trompeur qui à ce stade encore pourrait encore faire que je me trompe, quand j'affirme que 2 et 3 joints ensemble produisent le nombre 5. Me trompe qui pourra, si est-ce qu'il ne saurait faire que je ne sois rien, tandis que je penserais que je suis quelque chose. Et deuxième certitude, non seulement je suis certain que je suis une chose qui pense, mais je puis établir comme règle générale que toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies, étant entendu que n'ayant pas encore levé l'hypothèque d'un Dieu trompeur, j'aurai intérêt, je cite, dès que l'occasion s'en présentera, à examiner s'il y a un Dieu, et si je trouve qu'il y en ait un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur, car sans la connaissance de ces deux vérités, je ne vois pas que je puisse jamais être certain d'aucune chose. Or, on sait que ce sont les idées qui permettent à Descartes de rompre sa solitude, ou plus exactement une idée bien précise, mais qui n'en reste pas moins une idée, à savoir l'idée de Dieu. Et ce, en effet, en démontrant qu'à la différence de toutes mes autres idées, je ne puis être la cause de l'idée de Dieu en moi.
Ce pourquoi j'ai premièrement en moi l'idée de l'infini que du fini, c'est-à-dire que Dieu que de moi-même, et partant, Dieu existe. Le coup de génie consistant sans cesser de s'entretenir avec lui-même, sans sortir donc de ses idées, et par un pied de nez tout de même incroyable aux idéalistes, à retrouver nonobstant la terre, les astres, le ciel, et toutes les autres choses qu'il avait mises en doute parce qu'elles n'étaient aperçues que par l'entremise des sens. Et Descartes le fait, du moins en apparence, sans avoir besoin de donner à l'idée de Dieu le statut d'unité, d'une idée qui, comme ce sera le cas chez Malebranche, et vaudra commencer à ce dernier les foudres du grand Arnaud dans le traité des vraies et fausses idées, devra avoir l'épaisseur quasi platonicienne d'un être représentatif, lequel exige en outre que pour y accéder, nous admettions du même coup la problématique thèse de la vision des idées en Dieu. Mais comme l'avait à mon sens établi de façon tout à fait convaincante Ferdinand Alquier, sans doute Malebranche est-il en définitive moins en rupture avec Descartes que ne le soutient le cartésien Arnaud, car c'est bien aussi parce que l'idée de Dieu jouit d'un statut particulier, celui plutôt mystérieux d'une présence-absence, d'une idée dont la réalité objective est d'autant plus représentative qu'elle est paradoxalement infiniment pauvre, à proprement parler, en contenu représentatif, que Descartes parvient vraiment à en établir la preuve. Comme s'il fallait à un moment donné rappeler que certaines idées, l'idée de Dieu ici, mais bien sûr plus tard ce sera aussi le cas des idées mathématiques, en raison de leur forme même, et sans qu'il faille pour autant les hypostasier, ne peuvent décidément pas se ramener à de pures et simples modalités de la pensée, et encore moins se réduire à de pures impressions sensibles. Mais vous aurez sûrement noté au passage un détail d'importance. À quoi en effet tient souvent la force d'une idée ? Peut-être bien est-elle inversement proportionnelle à la maigreur, à la faiblesse de son contenu représentatif. Et nous en faisons souvent l'expérience. Même si nous savons bien en effet que force ne fait pas droit, nous devons aussi nous rendre à l'évidence, faire contre mauvaise fortune bon cœur ou de nécessité vertu. Nous avons fini, sûrement à tort, à nous faire plus ou moins à l'idée que ne pouvant faire que le juste fût fort, on a tout simplement fait le plus souvent que le fort fût juste, et à tout le moins, nous avons désormais suffisamment d'analyses à notre disposition, émanant des psychologues, des anthropologues ou autres épidémiologistes des idées et des croyances, sur les mécanismes de contagion des idées, pour reprendre le titre du beau livre de Dan Sperber, je vous renvoie aussi à La démocratie des crédules de Gérard Bronner, pour être en mesure de percer tous les mystères de la viralisation en termes de vitesse et de fréquence, par exemple, de certaines vidéos sur le web. Seuls les naïfs ou les ignorants peuvent désormais s'étonner que les nombreuses figures ou illustrations de l'idée, ou devrait-on dire théorème, puisque l'idée dûment brevetée est désormais sous copyright de mademoiselle Athias prénommée Nabila Nanméaloquois, puisse atteindre en termes de vues sur l'Internet un nombre infiniment plus considérable que la moindre vidéo expliquant patiemment et par le menu les différentes étapes de la découverte du boson par un quidam du nom de Higgs. Quelques remarques, trop brèves encore, à partir de là, sur l'intérêt que peut revêtir aujourd'hui, pour le philosophe, l'histoire des idées. Parmi les mérites que l'on s'accorde à reconnaître en particulier à Lovejoy, il y a celui, outre d'avoir fait preuve d'originalité et démontré toute la fécondité de sa conception des idées-unités, d'avoir souligné l'importance de l'interdisciplinarité. Les idées sont un concept foncièrement riche et intéressant parce qu'il s'agit au fond essentiellement d'un concept migratoire. Son irréductible ambiguïté est aussi ce qui fait finalement sa richesse. C'est ce qui permet, loin des ismes doctrinaux dont le défaut est moins de recouvrir des penseurs contradictoires que d'être vides à force de schématisme, ceux qui doivent affronter le terme de pragmatisme, lequel ne recouvre pas seulement 13 acceptions, en savent quelque chose, de faire converser entre eux, pour reprendre un terme cher à Richard Rorty, autour de certaines idées, unités, comme Lovejoy l'a illustré avec le succès que l'on sait dans sa grande chaîne de lettres, philosophe, littéraire, poète, linguiste, philologue et historien.
Le risque ce faisant étant, comme on en a accusé Lovejoy et comme il en est régulièrement fait reproche aux historiens des idées, soit comme ont pu, non sans raison le dire, des philosophes logiciens comme Hindika ou Simognutila à propos de la grande chaîne de l'être, je pense au beau livre Reforging the Great Chain of Being, de produire des contresens complets sur la réelle histoire des modalités, à force de lacunes de pans entiers de l'histoire et d'insuffisantes clarifications d'ordre conceptuel. Soit, comme le lui ont reproché des auteurs comme Léo Spitzer, de ne pas être assez attentif à la Geistesgeschichte, qui travaille plus au niveau des problématiques ou de l'œuvre en général d'un auteur et non au niveau de solutions apportées aux problèmes posés, en s'efforçant surtout de répondre à des questions telles que quelles raisons ont pu inciter un penseur à donner une importance centrale à tel problème ou pourquoi tel philosophe a-t-il pris au sérieux tel problème. Soit encore, comme le soulignait Quentin Skinner, de ne pas se soucier assez du contexte d'énonciation dans lequel s'effectue la diffusion de ces idées, bref, de ne pas se conformer à cette maxime qui devrait en un sens, en effet, être implacable. Je cite, « Il est tout à fait impossible d'attribuer à un individu des intentions et des actes qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il voulait dire ou faire, maxime qui exclut la possibilité qu'une explication satisfaisante du comportement d'un individu puisse être maintenue si l'on démontre que cette explication a recours à des critères de description et de classification accessibles à cet individu. » Autre reproche encore, celui plus largement non seulement d'oublier, en privilégiant certains auteurs canonisés, des auteurs qui ne sont en réalité mineurs qu'en apparence, ou de sous-estimer, comme y insisteront notamment des historiens comme Berlin, le contexte politique ou encore économique dans les reconstructions proposées, qu'elles soient historiques ou rationnelles. Aussi juste que soient ces remarques, mais n'est-ce pas la rançon, après tout, de cet objet fort malléable qu'est l'idée sur lequel porte le domaine, et aussi dubitatif que l'on puisse être sur la capacité de l'historien des idées à passer parfois le redoutable cap de la contradiction, voire du pur et simple non-sens, à force d'insuffisance d'analyse proprement conceptuelle, car somme toute, penser, n'est-ce pas d'abord plutôt qu'associer des idées, associer des concepts et des intuitions pour se donner les moyens minimaux de juger. Penser, c'est bien juger, et donc s'astreindre du même coup à devoir rendre des comptes. Ces remarques et ces doutes ne justifient en rien, me semble-t-il, et ce quelle que soit la discipline dans laquelle, par profession, on se sent le plus à l'aise, de jeter complètement aux orties l'histoire des idées, ni davantage l'histoire intellectuelle ou telle histoire des mentalités. Je laisserai aux littéraires, aux scientifiques, le soin d'avancer des arguments qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, au cours de ces journées d'aller en ce sens, en m'arrêtant pour ma part et pour conclure sur quelques rapides suggestions à propos du territoire que je connais, du moins j'ai la faiblesse de le penser un peu mieux, celui de la philosophie. Il me semble important de rappeler tout d'abord que même si l'on conçoit la philosophie comme le domaine où s'énoncent en priorité des questions et des problèmes, et où se déploient en priorité des arguments plutôt que des idées, lesquelles supposent toujours donc à des degrés divers que l'on accepte de s'appuyer plutôt sur des analogies, sur des métaphores, sur des associations et des glissements de sens plus ou moins hasardeux, voire dangereux, surtout s'ils vont de pair avec des effets de manche rhétoriques et sophistiques incontrôlés, ou pire encore délibérément entretenus, à des pures fins de séduction. Le philosophe doit être prêt à affronter ce risque. À lui, après tout, de faire ensuite le tri, sans perdre de vue que son devoir, à lui, est en priorité. Mais n'est-ce pas aussi le cas au moins du scientifique et de l'historien ? De viser la connaissance et de rechercher la vérité, au sens le plus banal du terme, et pas seulement de faire le récit de ce que tel ou tel, à telle ou telle époque, a pu, pour telle ou telle raison, en suivant telle ou telle voie et par tel ou tel moyen, tenir pour vrai. Aussi attentifs que purent l'être en France des philosophes de la tradition de l'épistémologie historique, comme Georges Canguilhem, à la nécessité d'une approche historique de la philosophie des sciences, en particulier, comme l'a montré Bouvresse dans sa magistrale préface aux écrits philosophiques et politiques de Canguilhem, jamais celui-ci n'aurait songé à purement et simplement réduire l'histoire des sciences, par exemple, à une simple histoire ou sociologie des controverses, et il n'avait de cesse de rappeler certaines exigences rationnelles incontournables du travail philosophique et épistémologique, faute de sombrer dans la pure et simple idéologie scientifique. À condition d'être capable de faire la part des choses, non seulement le philosophe n'a donc, à mon sens, rien à perdre au contact de l'histoire des idées, mais il avait évidemment beaucoup à y gagner. Mais alors, en quoi ? D'abord, pour quelques raisons qu'avait jadis énoncé Émile Breillet
dans l'introduction à sa monumentale Histoire de la philosophie et qui sont donc liées à la nécessité pour le philosophe, à mon sens, de tenir compte, avant même de celle des idées, de l'histoire de sa propre discipline. Tant il est vrai, comme aimait à le rappeler Breillet, que loin d'être, je cite, un obstacle à la pensée vivante, un alourdissement et une gêne pour qui s'élance vers la vérité, l'histoire est précisément la discipline qui envisage le passé comme tel et qui, à mesure qu'elle le pénètre davantage, voit en chacun de ces moments une originalité sans précédent et qui jamais ne reviendra. Loin d'être une entrave, l'histoire est donc, en philosophie comme partout, une véritable libératrice. Elle seule, par la variété des vues qu'elle donne de l'esprit humain, peut déraciner les préjugés et suspendre les jugements trop hâtifs. Fin de citation. Mais du même coup, ajoutait Breillet, l'idée même d'entreprendre une histoire de la philosophie suppose que l'on a posé et résolu d'une manière tout au moins provisoire les trois problèmes suivants. Premièrement, quelles sont les origines et quelles sont les frontières de la philosophie ? La philosophie a-t-elle débuté au VIe siècle dans les cités ioniennes, comme l'admet une tradition qui remonte à Aristote, ou a-t-elle une origine plus ancienne, soit dans les pays grecs, soit dans les pays orientaux ? L'historien de la philosophie peut-il et doit-il se borner à suivre le développement de la philosophie en Grèce et dans les pays de civilisation d'origine gréco-romaine, ou doit-il étendre sa vue aux civilisations orientales ? Or, la philosophie n'est peut-être à son origine, suggérait non sans raison Breillet, qu'une sorte de vaste métaphore sociale. En deuxième lieu, jusqu'à quel point et dans quelle mesure la pensée philosophique a-t-elle un développement suffisamment autonome pour faire l'objet d'une histoire distincte de celle des autres disciplines intellectuelles ? N'est-elle pas trop intimement liée aux sciences, à l'art, à la religion, à la vie politique pour que l'on puisse faire des doctrines philosophiques l'objet d'une recherche séparée ? À quoi Breillet refusait de trancher la question de façon non historique et concluait pour sa part, je cite, que l'histoire de la philosophie ne peut pas être, si elle veut être fidèle, l'histoire abstraite des idées et des systèmes, séparée des intentions de leurs auteurs et de l'atmosphère morale et sociale où ils sont nés. Fin de citation. Car, je cite encore, l'on ne caractérise pas suffisamment une philosophie en indiquant les doctrines qu'elle soutient. Il importe bien plus de voir dans quel esprit elle les soutient, à quel régime mental elle appartient. C'est dire que la philosophie ne saurait être scindée du reste de la vie spirituelle, qui s'exprime encore par les sciences, la religion, l'art, la vie morale ou sociale. Le philosophe tient compte de toutes les valeurs spirituelles de son temps pour les approuver, les critiquer ou les transformer. Il n'y a pas de philosophie, là où il n'y a pas un effort pour ordonner hiérarchiquement les valeurs. Ce devra donc être une préoccupation constante du philosophe comme de l'historien de la philosophie de rester en contact avec l'histoire politique générale et l'histoire de toutes les disciplines de l'esprit, bien loin de vouloir isoler la philosophie comme une technique séparée des autres. Il me semble que même celui qui a une conception foncièrement axiomatique ou systématique de la philosophie, comme ce pouvait être le cas d'éminents représentants ici, tels que Guéroult ou Vuillemin, n'aurait pas été hostile à cette vision des choses. J'ajouterais que peut l'être encore moins le philosophe d'inclination métaphysique qui, à défaut d'ambition systématique, essaie, tant bien que mal, dans une perspective réaliste, de débusquer tout ce qui peut être de nature à montrer, comme c'est mon cas, les liens qui existent entre la philosophie de l'intellect et la philosophie de la nature. Enfin, peut-on parler, troisième question que soulevait Breillet, d'une évolution régulière ou d'un progrès de la philosophie ? Ou bien la pensée humaine possède-t-elle dès le début toutes les solutions possibles à des problèmes qu'elle pose et ne fait-elle dans la suite, au fond, que se répéter indéfiniment ? Ou bien encore les systèmes se remplacent-ils les uns les autres d'une manière arbitraire et contingente ? Breillet, pour sa part, concluait ainsi : de ces trois problèmes, nous pensons qu'il n'y a aucune solution rigoureuse et que toutes les solutions que l'on a prétendu en donner contiennent des postulats implicites, avant d'ajouter : il est pourtant indispensable de prendre position sur ces questions. Si l'on veut aborder l'histoire de la philosophie, le seul parti possible est de dégager très explicitement les postulats contenus dans la solution que nous admettons. Peut-être de ces trois questions est-ce la troisième, à savoir celle qui consiste à considérer l'histoire de la philosophie dans l'ensemble et l'unité de son développement, dans les termes de ces doctrines des progrès de l'esprit humain, qui se font jour à la fin du XVIIIe siècle, philosophie positive d'Auguste Comte, philosophie de Hegel, qui inclut en elle comme élément nécessaire une histoire des démarches
philosophique de l'humanité. L'esprit humain ne se définit pas en s'isolant de sa propre histoire, sans doute aussi parce que c'est la plus récente. La troisième idée est-elle donc celle qui a peut-être le plus vieilli? À tout le moins, et même si l'on peut être en désaccord avec les postulats même de Breillet, il me semble difficile de nier que, s'agissant au moins des deux premières questions qu'il soulève, celles-ci soient bel et bien encore plutôt devant que derrière nous. Au demeurant, et je terminerai par là, peut-être peut-on aussi concevoir plus simplement la troisième question sur le modèle que suggérait Richard Rorty, avec lequel je serais, une fois n'est pas coutume, donc assez d'accord, dans 4 manières d'écrire l'histoire de la philosophie, à savoir sur le modèle de cette conversation si nécessaire avec les grands auteurs du passé. Sans doute, rappelle Rorty, si nous cherchons à ressaisir les propos qu'auraient pu échanger des hommes primitifs, non acculturés, ou les philosophes savants du passé, c'est principalement parce que cela nous aide à reconnaître qu'il a existé des formes de vie intellectuelle différentes de la nôtre. Pour reprendre la formule pertinente de Skinner, c'est ce qui confère son irremplaçable valeur à l'étude de l'histoire des idées, c'est qu'elle montre la différence entre le nécessaire et le pur produit de nos dispositifs contingents. Skinner poursuivait, reconnaître ce dernier point est la condition préalable de toute lucidité. Fin de citation. Mais nous voulons aussi, poursuit Rorty, nous imaginer conversant avec nos glorieux prédécesseurs. Et si nous souhaitons cela, ce n'est pas seulement parce qu'il est bien agréable de se sentir l'égal d'individus supérieurs, mais aussi parce que nous aimerions bien pouvoir interpréter l'histoire de l'espèce humaine comme un échange intellectuel ininterrompu. En somme, nous voulons nous assurer que le progrès de la raison a rythmé la marche de notre histoire et que les différences qui nous séparent de nos ancêtres reposent sur des prémices qu'ils seraient susceptibles d'admettre. Le besoin de se rassurer sur ce point ne le cède en rien au besoin de lucidité. Nous avons besoin d'imaginer qu'Aristote aurait changé d'avis après avoir lu Galilée ou Quine, que saint Thomas d'Aquin aurait modifié ses conceptions après avoir lu Newton ou Hume, etc. Nous avons besoin de penser que dans le domaine de la philosophie, comme dans celui des sciences, nos glorieux ancêtres, victimes de leurs erreurs, applaudissent du haut des cieux à nos récents succès et se réjouissent de voir leurs erreurs rectifiées. Fin de citation. Mais on le voit. Prendre alors au sérieux cette conversation suppose alors minimalement, comme l'avait du reste parfaitement compris Lovejoy, lorsqu'il réfléchissait à la question du progrès en philosophie et distinguait pour cette raison même une forme de logique différente pour la philosophie, dont il soulignait la nécessité absolue de revêtir un caractère fortement disciplinaire, et pour l'histoire des idées. Cela suppose que l'on tienne pour acquis l'idée même d'un progrès possible en philosophie, exactement comme il peut y en avoir en science, et donc que l'on continue de prendre très au sérieux l'idée à certains égards contraignante et frustrante, qu'il y ait bien question, dans un cas comme dans l'autre, ce que ne sont pas toujours prêts à concéder les scientifiques aux philosophes, d'erreurs, de vérité, de connaissances, et donc bien de croyances, de jugements, d'explications auxquelles nous sommes sommés d'apporter des justifications, et non pas simplement d'associations, d'interprétations et de compréhensions, aussi riches et fortes, aussi géniales souvent soient-elles, que nous permettent de faire bon nombre de nos idées. Je vous remercie.